Taxi FM 93.1, au cœur des grands événements. Taxi Presse. Retrouvez tous les jours de 11h à 12h45 Eric Gatan et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Informations exclusives et coulisses de l'actualité tout azimut. Nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h30 avec Eric Gatan. Taxi Presse. Madame, Messieurs, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver de nouveau ce matin. Taxi Presse de ce mardi, ce sera avec Fiokolo Adanglonou, le patron du journal L'Enquêteur, Acha Ibrahim, le patron du journal Temps Nouveau. On sera rejoint tout à l'heure en studio par Ambroise Pondio, le patron du journal des Guardians. Bien entendu, nous reviendrons sur les grands sujets de l'actualité de ces derniers jours, notamment les mesures d'apaisement prises par le gouvernement togolais, la réaction depuis ce matin de la coalition des 14 partis politiques qui n'est pas prête à se fondre dans la proposition du gouvernement togolais, à savoir apporter des contributions en vue de sortir du dialogue. La coalition qui attend toujours le médiateur pour les prochaines discussions politiques. Nous reviendrons principalement sur ce sujet. D'abord, une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Nous avons le quotidien Liberté, le confrère qui évoque le dialogue politique imminent, les erreurs de l'APG que l'opposition doit absolument éviter, c'est énuméré dans le journal, et puis les signes avant-coureurs de la mauvaise foi du pouvoir déjà visible, écrit donc le confrère Liberté. Vous lirez l'article dans le journal. Le mouvement Les Patriotes Togolais assistent les victimes de Kparataou. L'article est à découvrir dans le journal. Et puis crise dans l'éducation. Les enseignants de nouveau en grève de 72 heures dès ce matin. Les détails sont dans le quotidien Liberté. Le quotidien Forum de la semaine maintenant, avec la résolution de la crise politique au Togo, Faure Gnassingbé invite les acteurs politiques au dialogue. Il a exprimé sur son compte Twitter ces derniers jours. Le confrère revient donc sur le sujet. Ce matin, l'article c'est à la page 3. Politique encore avec Gilbert Bawara, le ministre de la fonction publique, qui donne donc des précisions sur les consultations initiées par le gouvernement en prélude au dialogue et les éléments de réponse dans le journal Forum de la semaine ce matin. Et puis l'organe dirigeante de la jeunesse UNIR, Malik Nachaba, pour faire face aux défis de plus en plus importants. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis, diplomatie, le budget 2018 du Conseil de l'entente adopté à Lomé. Vous lirez l'article dans le quotidien Forum de la semaine. Il y a l'hebdomadaire, l'alternative, grève dans l'enseignement, le bras de fer continue, écrit le journal avec la photo du ministre, professeur Komi Chakwele, et celle de Achou Acha de la CZ. Université de Lomé, 300 000 francs CFA pour s'inscrire en thèse. Une décision qui fâche, relève ce matin l'alternative. Et puis à la chronique politique de notre confrère, les fautes volontaires, naïvement autoritaires, qui a un handicap fort d'un soupçon de crédibilité. L'article est découvert dans le journal L'Alternative. L'autre billet hebdomadaire, l'Union pour la patrie, aussi dans les kiosques ce matin, suite à la première revue du programme triennal appuyé par la facilité élargie de crédit, le FMI félicite le Togo. L'article à découvrir donc dans le journal. Préparation du projet d'infrastructure et de développement urbain, les capacités organisationnelles et financières de cette ville dont Lomé a expérimenté. Les détails sur le sujet, c'est dans le journal L'Union pour la patrie. Et puis sur fond de l'épineux problème de la dette de la VRA, le Togo et ses partenaires du WAPCO relancent leur projet de gaz naturel. Élément de réponse toujours dans le journal. Et puis un sujet également à lire dans l'Union pour la patrie de ce jour, c'est par rapport donc à ce fait divers. L'argent, cette peste, il allait sacrifier un enfant de 2 ans pour s'enrichir. Vous lirez l'article dans le journal L'Union pour la patrie de ce matin. Le billet hebdomadaire Togo Matin, aussi dans les kiosques, en prélude donc au dialogue après les mesures de crispation, de décrispation, voilà. Après les mesures de décrispation, les consultations, écrit le confrère. Politique encore avec la jeunesse de UNIR, Kanka Malik Nachaba, le nouveau patron des jeunes du parti au pouvoir,
Les détails sont à lire dans le journal. Et puis, infrastructure, incivisme fiscal à Lomé, démolition de panneaux publicitaires illégaux. Le journal revient sur le sujet et un petit peu également, si vous voulez, sur la question du cinéma au Togo avec Jimon Onsou qui présente In Search of Vodou. C'est un artiste béninois mais qui, au niveau de Hollywood, il fait la fierté de l'Afrique, on va le dire. Vous lirez l'article dans le journal Togo Matin. Il y a aussi le journal Le Médium, avec la religion et les déplorables conditions de pèlerinage à Marial-la-Covier. Le confrère l'évoque ce matin, sans apathame. L'article a découvert dans le journal. Politique avec le congrès de la jeunesse unir, Malik Nachaba, pour inaugurer une nouvelle façon de fonctionner. C'est ce qu'il a dit, des propos que relaye ce matin le confrère Le Médium. Et puis, économie avec la croissance, l'entrepreneuriat au menu, des échanges à Lomé. Et le détail, c'est dans le journal Le Médium. Canal D aussi, dans les kiosques, sortie de crise au Togo, le gouvernement togolais fait un grand pas vers le dialogue, croit savoir le journal. Et puis business humanitaire, Monde Action face France, Monde Action France, quand la recherche du profit prime sur la vie des enfants togolais. Vous lirez l'article dans le journal pour une meilleure compréhension. Et puis, le limogeage du Togolais Kako Nobokpo de l'OIF au nom du franc CFA, une question d'évidence, écrit donc notre confrère. Et puis, la fin de la 14e foire internationale de Lomé, un satisfait au-delà des attentes selon les organisateurs. Dans le journal Le Canal D. Et puis, l'équipe sportive, avec les anomalies dans l'audit des comptes de la CAN 2017, le prix de l'impunité, s'exclame le confrère, l'équipe sportive. Et puis, le championnat D1, course-poursuite au sommet. Et puis, encore, football avec le jubilé d'Uranium. Étoile filante fait sa mue. Le handball maintenant avec la Ligue Lomé Golf. La succession ouverte. Vous lirez tous ces sujets dans le journal L'équipe sportive. Il y a aussi le journal La Montagne, le confrère qui évoque les manifestations intempestives de rue et si l'opposition écoutait les conseils du président Macron. Ombre et lumière qui se cachent derrière Tikpi à Tchadam. C'est l'interrogation du confrère La Montagne. Un autre sujet maintenant lié donc au mandat social en question. Des milliers de volontaires nationaux abandonnés à leur triste sort. L'article a découvert dans le journal La Montagne. Le dernier journal avec nous ce matin, c'est Le Mérite sportif, avec la première division, les réalités de la nouvelle saison que relève ce matin le confrère. Championnat d'Afrique de roller sport, les compétiteurs togolais laissés pour compte, sacrifiés pour des intérêts personnels, relève notre confrère. Et puis, l'audit des comptes de la CAN 2017, le sport togolais, malade de 16 hommes, relève notre confrère. Le journal qui parle également du championnat militaire et paramilitaire de football. L'OTR réunit les différents corps de l'armée autour d'un trophée. C'est à découvrir dans le journal un petit que la chronique sportive consacrée donc à l'étoile filante, 85 ans déjà, et des souvenirs éternels. Ça, c'est le journal Le Mérite sportif dans les kiosques ce matin, ou Le Mérite sportif. Vous avez l'équipe sportive avec Aimé Le Bon qui était au téléphone avec nous ce matin. Vous avez le journal Canal D aussi. Il y a La Montagne, le Médium, le bi-hebdomadaire Togo Matin, le bi-hebdomadaire L'Alternative, le bi-hebdomadaire L'Union pour la Patrie, le quotidien Forum de la Semaine et le quotidien Liberté. Taxi Presse. Taxi FM 93.1. Retour en studio avec mes confrères, pour l'instant avec nous, Fioclou à Danglenou, le patron du journal L'Enquêteur. Bonjour Fioclou. Bonjour Eric, bonjour passagers de Taxi FM. Merci de nous avoir rejoints à bord de notre taxi. Bonjour Acha Ibrahim. Bonjour Eric et bonjour aux auditeurs de Taxi FM. Et nous savons que les enseignants ont de nouveau appelé à de nouvelles manifestations, une grève de 72 heures qui démarre ce matin. Et c'est la rengaine finalement, chaque semaine, si ce n'est pas 4 jours, c'est 3 jours. Et nos enfants, Acha. Non, vraiment c'est une situation préoccupante. Et en tout cas, nous nous demandons pourquoi
est-on arrivé à cette situation? Est-ce que les autorités togolaises n'ont pas pris la mesure de la chose, ou bien ce sont les syndicalistes aussi qui exagèrent? Voilà, quand vous analysez toutes en tout cas, tous ces sujets que je venais d'évoquer, vous verrez donc qu'il y a un problème de compréhension entre les autorités et les syndicalistes. Et vivement que ces deux entités se retrouvent rapidement pour reprendre le dialogue et voir dans quelle mesure on peut sauver l'école togolaise. Parce que ce qui se passe actuellement, nous allons prendre ça comme si c'était aussi banal, parce que bon, les enseignants ne sont pas dans les classes, les élèves sont à la maison, d'aucuns vont penser que c'est normal, puisque ça se passait il y a de cela plusieurs années. À la fin de l'année, il y a toujours un examen, les gens passent en classe supérieure, et donc ce n'est pas aussi ressenti au sein de la population, et même dans le système éducatif, on ne sent pas cela, mais ce que cela constitue. Oui, donc je disais donc que c'est important quand même qu'on sache que ce que nous traversons comme crise actuellement dans le système éducatif aura des conséquences fâcheuses sur la formation de nos élèves. Et aussi, à terme, il faut voir que dans les jours et années à venir, nous allons traîner surtout les élèves du Togo, les apprenants, les écoliers, même tout le monde du système éducatif, tout ce beau monde-là va traîner des tares, et ça ne sera pas bien pour notre République. Nous demandons de la part des syndicalistes qu'après la pression, il faut aussi essayer de retourner vers les autorités, voir comment on peut sauver certaines situations, comment ils peuvent s'entendre. Si éventuellement ces autorités ont encore quelque chose à proposer, il leur revient quand même de voir la faisabilité de la chose, et s'il faut leur accorder encore un peu de temps, ou bien encore une seconde chance, je pense que ça se fera. Mais si on continue par aller en grève, toujours aller en grève, je me dis que par la suite, ils ont certaines raisons, mais par la suite, les gens ne verront pas quand même en tout cas tout l'effort qu'ils ont consenti avant d'être dépassés, avant d'être à bout de souffle, décider d'aller dans des mesures encore plus dures. On a vu que dans ce dernier temps, le mouvement a été presque noyé par la situation politique tout à fait, que traverse le Togo. C'est vrai que ce matin, on nous signale encore des cas dans certaines localités. Oui, notamment à Benidi, oui, un peu vers le quartier Bay, et ce qui s'est passé là-bas, c'est pas bien. Et ces scènes-là, nous avons vécu ces scènes, ça fait cela, il y a de cela plusieurs années, et ce n'était pas quand même bon à voir des enfants, voir des élèves de 13 à 14 ans dans la rue, en train de jouer aux Zoro, aux cowboys et autres. Là, c'est pas du tout. Je pense que c'est pas bien quand même. C'est pas l'avenir qu'on doit offrir aux apprenants. Donc, que les autorités de l'éducation et même les syndicalistes, les enseignants et autres là, je pense que c'est des gens doués de raison. Ils peuvent se retrouver encore, voir comment sauver cette situation. Bien. Alors, au-delà de cette crise, c'est la conséquence immédiate qui nous fait peur à peu près. Nos enfants seront forcément mal formés. Ils réussiront au bac, mais ils n'auront pas toute la connaissance. Ils réussiront aux examens, mais ils n'auront pas toute la plénitude de la connaissance. On le voit, hein, c'est difficile même pour certains qui sont à l'université d'aligner deux phrases sans faire la moindre faute. Oui, il est vrai que depuis un certain temps, nous en avons discuté ici à plusieurs reprises, que le problème de grève dans l'enseignement date de plus de 5 ans, et qu'il faut que les syndicats et le gouvernement prennent leurs responsabilités. Moi, j'ai approché certains responsables syndicaux qui m'ont dit qu'au cours des discussions, ils lâchent souvent du lest, et que le dernier geste revient au gouvernement. Que le problème qui se pose aujourd'hui entre eux, c'est un problème de confiance. Entre eux, la confiance n'y est plus, parce que quand ils discutent, quand ils partent, après, c'est des faux pas qui émanent du gouvernement. C'est pourquoi, cette fois-ci, le problème qu'il y a aujourd'hui, il leur avait donné 5 000. Maintenant, il y a une dotation qu'il faut, et ils veulent que ça soit quantifié en pourcentage. Oui. Et c'est ça qui cause problème. Et
la copie pour le statut particulier, il faut qu'il revoie la copie, puisque ça a été retouché, revisité. Il faut qu'il voit que c'est ça avant de signer. Et c'est là où le problème se pose. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que moi je peux dire? En fin d'année, les examens sont sauvegardés. Il n'y a jamais eu d'année blanche. Ça, on salue ce principe. Mais est-ce que la qualité y est? Est-ce que la qualité y est? Et je ne peux pas vous mentir, tu viens de le dire tout à l'heure, les étudiants aujourd'hui, quand ils t'écrivent en 2 phrases, il y a au moins 4 fautes. Et surtout des erreurs d'orthographe et de syntaxe. Mais ils ont eu le bac, ce qui veut dire que le niveau n'est pas ce qu'il est. Si il est vraiment admis que la puissance ou bien la force d'un pays, c'est l'éducation et l'enseignement, il faut qu'on revienne à de meilleurs sentiments pour qu'on trouve une solution idoine à ce problème-là, une fois pour de bon. Mais aujourd'hui, on tente de cacher cette réalité de la chose à la fin de l'année. Les examens ont lieu, naturellement. Les élèves qui n'ont pas la moyenne, mais on les fait quand même passer. On va jusqu'à 9, on parle de 9 forts, on va jusqu'à 8, on parle de 8 forts. 8 forts, oui. Voilà. Pour les examens. Mais à la fin, quand vous interrogez vos petits frères, vos soeurs, vos enfants à la maison, vous vous rendez compte que le niveau n'y est plus véritablement. Est-ce qu'on n'est pas en train de détruire cette société finalement à la fin? Oui, et vous savez, les programmes sont conçus pour donner un savoir aux apprenants. Et lorsque vous n'arrivez pas à terminer le programme, il faut se dire que vous montez en classe supérieure avec des lacunes. Parce qu'il faudrait quand même terminer ce programme pour avoir les rudiments nécessaires et pouvoir continuer. Parce que c'est à la suite en tout cas de l'évacuation de ces programmes que à la fin l'homme se retrouve bien formé et disposant d'un savoir pour faire valoir sur le marché de l'emploi. Mais quand on évolue avec ces lacunes, à terme c'est que on est vraiment diplômé mais on n'a pas les rudiments nécessaires pour faire valoir ce que l'on a appris sur les bancs d'école. C'est là où vraiment la situation devient assez catastrophique et il faudrait, je le répète toujours, que les responsables, surtout les acteurs du monde scolaire, fassent un effort nécessaire pour sauver d'abord l'année scolaire et voir dans quelle mesure il y aura quand même un contrat, pourquoi pas, un contrat, un accord entre les enseignants et les autorités, parler de ce qui est indispensable à faire pour que l'école togolaise ne subisse plus ces perturbations et éventuellement si il y a quand même quelque chose dans la cagnotte que les autorités, surtout du gouvernement, jouent la carte de la transparence, qui disent clairement à leurs interlocuteurs de l'enseignement, voilà ce que nous pouvons faire, voilà ce que nous ne pouvons pas faire. Parce que cette question de statut particulier, c'est vrai que le Premier ministre avait donné son accord et c'était dit que ce n'était pas de la mer à boire pour le gouvernement et que cela va se réaliser. Mais nous sommes vraiment déçus. Nous avons été déçus parce que ce que le Premier ministre a semblé, en tout cas, faire sans gêne, est devenu aujourd'hui comme de la mer à boire parce qu'on n'arrive pas à concrétiser ce chantier de statut particulier des enseignants. Donc il faudrait que chacun joue sa partition au niveau des acteurs de l'éducation, surtout les syndicalistes. C'est la crise de confiance qui fait perdurer la crise finalement. Oui, il y a cette crise de confiance et c'est pourquoi j'ai dit nous sommes arrivés à un niveau où tous les Togolais doivent retourner vraiment au préliminaire. Je dis il faut mettre la balle à terre, que chacun se dise que le moment est venu pour que nous construisions vraiment cette confiance dans le pays. Que ce soit sur le plan politique, il y a crise de confiance entre acteurs politiques, que ce soit au niveau des syndicats, il y a crise de confiance entre les syndiqués et les responsables, que ce soit au niveau des choses éducatives, nous avons aussi des problèmes entre enseignants et responsables d'école, entre enseignants et autorités gouvernementales, entre, comment l'appelle-t-on là, et même les élèves n'ont plus confiance en leurs enseignants parce que ça ne va pas.
dans les établissements aussi, il y a de petits conflits entre élèves et enseignants. Et bon, tout ceci, je pense que le moment est arrivé et que tous les Togolais, parce qu'il s'agit maintenant de repositionner. Il faut refonder cette idée. C'est-à-dire, nous sommes arrivés à un moment où il faudrait qu'on fasse un effort pour sauver notre société, pour sauver le pays. Parce que nous allons à la dérive. Les gens ne prennent pas conscience de ce qui peut arriver dans 5 ans. Si on ne prend pas garde, si on ne repositionne pas notre pays, si on ne s'assied pas entre Togolais pour rebâtir une nation forte, une nation de confiance, une nation où les citoyens voudraient véritablement sauver l'essentiel, où les citoyens voudraient se faire confiance pour faire avancer leur pays. Aujourd'hui, quand nous voyons ce qui se passe dans la sous-région, dans les pays voisins, il y a un certain dynamisme. Les gens se font confiance. Quelles que soient les querelles, quels que soient les problèmes, personne ne roule contre les intérêts de son pays. Mais au Togo, ce qui se passe est extrêmement grave. Il y a beaucoup de sabotage. Certains le font parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les autorités. C'est leur choix. Mais oubliant que c'est la nation togolaise qu'on est en train de mettre à genoux. Quand vous sortez, il y a des gens qui trouvent des opportunités, mais ne sont pas prêts à apporter ces opportunités-là pour profiter à leur pays. Parce qu'ils se disent qu'ils sont en désaccord avec les autorités. De la même manière, il y a des gens sur place ici qui ont des opportunités, qui peuvent faire profiter ces opportunités à leurs compatriotes. Ils mettent la coloration politique en avant et ils se disent que ceux-ci-là ne sont pas dignes de profiter de cela. Or, on oublie qu'on est en train de faire du tort à notre pays. Parce que quand vous êtes dans un pays et il y a des talents, il y a des gens de référence, des gens de compétents, c'est le pays qui est valorisé. Donc, il faudrait qu'on fasse un effort, que les Togolais retournent vraiment, qu'on mette plutôt la balle à terre, qu'on se fasse confiance et qu'on construise vraiment un modèle, qu'on construise un pays qui puisse aussi être vraiment respecté dans le concert des nations et vraiment dans la sous-région ouest-africaine. Tout à l'heure, quand vous évoquez le sujet selon lequel il faut rebâtir notre société, ça me rappelle notre grand citoyen d'État, professeur Cyr Adomayakor, qui est en train d'écrire depuis 2 ans et demi environ, je peux vous le dire, ce qu'il appelle l'idéal togolais. Et bien évidemment. On a perdu notre valeur. Vous avez dit, le pays est en train d'aller à volo. Ah oui. On est dans 5 ans. C'est pas sûr qu'on c'est pas sûr qu'on soit vraiment qu'on soit complètement bien évidemment. Bon, moi je voudrais revenir sur le problème des autorités et des enseignants. Aux dernières nouvelles, j'aurais appris qu'il devait y avoir des augmentations qui ne devraient pas dépasser les 50%. Mais 50 ou 30%, que ça ne doit pas dépasser 50%. Ça doit être en dessous de 50%. Et le problème est le suivant. Celui qui est nouvellement engagé, si nous prenons la catégorie A1, et celui qui est en milieu de carrière ou bien en fin de carrière, est-ce qu'il aura la même indemnité? Et si oui, il faut quantifier. Puisque en fonction publique, nous avons les catégories et les échelons. Oui. Et c'est ça qui fait que ça grimpe. Et c'est sur ce problème-là que les syndicats veulent avoir des détails pour savoir ce qu'il faut faire. Parce que celui qui est engagé aujourd'hui ne peut pas avoir le même salaire que celui qui est en fin de carrière, bien celui qui est au milieu de carrière. Et c'est la raison pour laquelle ils veulent avoir toutes ces précisions noir sur blanc afin de continuer la discussion. Et toujours, comme moi je le dis, la balle est dans le camp des autorités. Alors, on sait que sur le plan politique, il y a une crise qui stagne finalement depuis 4 mois. Sur le plan de la société, ça bouillonne. Les enseignants depuis plusieurs mois, sinon plusieurs années maintenant, vous avez relevé, Fiokolo Adanglonou. Mais depuis ce matin, nous avons eu vent de ce mouvement d'humeur ou ce débrayage au niveau des centres pénitentiaires du Togo, pas que de Lomé. Alors, les agents pénitentiaires sont en mouvement de grève depuis hier. Et depuis hier... ce qui nous parvient depuis beaucoup plus ce matin, que les agents pénitentiaires refusent de sortir tout détenu du centre pénitentiaire. Alors du coup, les procès sont compliqués au tribunal. L'autorité judiciaire essaie en vain, avec l'aide de la gendarmerie, de faire entendre raison à ces agents pénitentiaires qui sont en mouvement de grève. C'est complètement difficile de faire le travail. Il y a un moment, nous venons d'apprendre qu'il y a une solution temporaire qui a été trouvée. Certaines extractions sont assurées par
les gendarmes. Est-ce que ce n'est pas finalement compliqué? Est-ce que c'est pas grave? Parce que les agents pénitentiaires, il faut le préciser, ils parlent de prime de risque. Fiaclou. Oui, pour cette affaire, moi je peux dire que nous devons féliciter tout d'abord l'Union européenne qui a mis les moyens dans le projet de la réorganisation de la justice au Togo. Bien sûr. Et le premier point, en dehors des infrastructures, les centres de formation, nous avons la formation de ces agents pénitentiaires. Et le recrutement a été fait en 2012. Et après ce recrutement, on les a laissés sur le carreau pendant un an de mois avant de les faire revenir pour commencer la prise de fonction ou bien la prise de service dans le terme habituel. Bon, aujourd'hui, c'est un métier bien sûr à risque. Il faut dire qu'il se tourne autour de 480, etc. Bon, aujourd'hui, depuis la prise de fonction, moi j'ai qui est un ami à moi qui me disait qu'ils n'ont pas de prime de risque. Et depuis qu'ils ont commencé, ils ont réclamé. Et ils n'ont jamais eu ça. Quand ils proposent de faire des grèves, entre eux, ils ne sont jamais d'accord. Aujourd'hui, voilà qu'ils se sont entendus. Et sur l'ensemble du territoire. Or, c'est eux qui gardent les prisonniers. Pour les jugements dans l'enceinte du palais ou bien dans les tribunaux, c'est eux qui les amènent. Pour amener les prisonniers, pour en mettre en prison, c'est encore eux. Pour les amener au cabanon, à l'hôpital, c'est encore eux. Si aujourd'hui, ils sont en grève, donc ce sera un bouleversement sérieux dans le système judiciaire. Et c'est ce qui se passe depuis hier. C'est ce qui se passe depuis hier. Et il est vrai qu'aujourd'hui, depuis 48 heures, il y a des négociations, d'après mes sources, il y a des négociations qui sont en train de trouver un terrain d'entente. Acha Ibrahim. Oui, est-ce qu'ils sont en train de trouver un terrain d'entente? Surtout qu'on vient de nous apprendre que la gendarmerie s'occupe de l'extraction. Il faut dire que quand il y a grève dans un secteur, de la force qui est intervenue, c'est tout. Et quand il y a grève quelque part, c'est qu'il faut s'attendre à des perturbations. Je pense que c'est ce que nous constatons au niveau de ces agents, surtout pénitentiaires, au niveau des prisons de la République. Il faut dire que partout, il y a certaines villes où il y a des prisons, il y en a aussi, il y a certaines villes où, dans certaines villes, on ne trouve pas de prison, ça c'est normal. Mais ce qui se passe actuellement, et il faut dire que ces agents pénitentiaires réclament les primes de risque, et dans les risques, il y a beaucoup de choses, parce qu'ils se disent que étant avec des prisonniers, le plus souvent, ce ne sont pas des enfants de cœur. Vous savez, des gens ont commis des infractions, parmi eux, il y a même des criminels. Et donc, quand vous êtes en face de ces personnalités, il faut savoir vraiment, c'est des risques énormes qu'on court. Et le fait aussi de procéder à leur extraction, et si vous ne réajustez pas bien les menottes ou bien vous perdez un peu de vigilance, il peut y avoir des risques d'évasion. Donc, il y a beaucoup de risques auxquels ces agents pénitentiaires là s'exposent, sans oublier même les risques en matière sanitaire. Vous savez, la prison c'est pas un hôtel 4 étoiles. Bien sûr. Les conditions, nous avons eu à dénoncer ces conditions, l'environnement immédiat et tout ce qu'il y a comme assainissement. Donc nous avons eu à dénoncer ces cas. Donc ces agents pénitentiaires s'exposent vraiment à tous ces risques, et ils souhaiteraient quand même qu'il y ait des primes pour pouvoir soulager un peu c'est tout. Bref, une amélioration de leurs conditions de travail. C'est vrai qu'ils étaient rentrés en négociation, mais à un moment donné, ils ont l'impression de n'avoir pas été suffisamment compris, et donc ils ont voulu vraiment faire observer un mot d'ordre de grève, le temps de voir si les autorités de la justice pourraient quand même penser à leur doléances et éventuellement chercher à résoudre le problème. Mais leur mouvement de grève, ça perturbe sincèrement l'appareil judiciaire, parce qu'il y a des procès qui étaient programmés, il y a aussi un certain nombre d'actions aussi à mener pour aller dans le sens des procédures judiciaires. Donc sans ce maillon, c'est-à-dire les agents pénitentiaires,
l'appareil judiciaire sera fortement bouleversé. C'est ce qui s'est passé dans certaines régions, notamment on parle de Mango, on parle d'Atapamé, on parle même de Dapan, où il était question de Kara, bien évidemment, de Kara aussi, il était question d'amener les prisonniers vers les tribunaux, là où en tout cas ils devaient être devant le juge et éventuellement suivre la procédure normale, c'est-à-dire la procédure judiciaire pour voir comment les choses allaient se terminer. Mais quand les agents pénitentiaires ont refusé de faire sortir les prisonniers, il va de soi que la séance n'aura pas lieu au tribunal et c'est des dossiers encore qui vont s'accumuler parce qu'il y a ce problème de lourdeur administrative au niveau de la justice et ça va encore compliquer, créer d'autres problèmes. Mais aujourd'hui, si les gendarmes interviennent dans certains milieux, d'aucuns parlent de la force d'une intrusion, mais il faut se rappeler aussi que ceux qui se livraient à cette tâche, c'est-à-dire les gardiens de préfecture qui avaient l'habitude de le faire, ont été renversés. Ils ont été renversés dans le corps de la gendarmerie. Donc, jusque-là, il faut se dire que les gendarmes qui seront envoyés, peut-être c'est des gens, je dis peut-être parce que je n'ai pas encore la certitude, qui auront peut-être cette technicité, qui seront des gens qui sont habitués quand même à ce genre de tâches. Donc ça ne sera pas n'importe qui qu'on va amener, il va prendre le prisonnier, il va par la force, il le prend et il l'amène au tribunal. Donc ce seront des gens qui sont déjà habitués à cette tâche. Et vivement que ce secteur-là retrouve la sérénité parce que nos frères qui sont en prison, nos compatriotes qui sont en prison, ils ont besoin aussi de connaître leur sort parce qu'il y en a qui ne sont pas encore jugés. Il faudrait les amener devant les tribunaux avant de connaître leur sort. Nos amis, les agents qui gardent les prisons et les prisonniers, ils ne font que deux choses depuis hier. Ils gardent les prisonniers à la prison. S'il y en a qui sont souffrants, ils les amènent au cabanon pour le traitement. À part ça, plus rien ne passe. Pas de prisonniers qui rentrent en prison. Et il n'y en a pas non plus qui sortent de la prison. De la prison. Au procès. Oui, pour le procès. Voilà, ça bouleverse tout. Donc maintenant, ce que nous allons demander, et nous le disons toujours, en tout cas, passer par le dialogue. C'est le dialogue. Nous sommes arrivés à un moment où le dialogue sort. Oui, il faut toujours discuter. C'est le problème qui se pose maintenant. Je pense que les autorités togolaises ont compris, jusqu'à un moment donné, et je pense que les autorités togolaises ont compris que c'est le dialogue. Il faut toujours le dialogue. Il faut toujours dialoguer et surtout être sincère lorsqu'on dialogue. Il ne faut pas jouer à la malice, il ne faut pas chercher à dribbler les gens, mais il faut se dire que voilà le problème auquel nous sommes confrontés. Cherchons des solutions pérennes pour pouvoir résoudre ce problème. Parce que c'est cette bonne volonté-là qui doit guider tous les acteurs maintenant. Je pense que les choses iront bien. Parfait. Oui, je peux dire que c'est une solution intermédiaire, comme l'a dit mon frère Acha. Les anciens gardiens de préfecture en conseil des ministres en cette année 2016 ou bien 2017, on les a tous reversés à la gendarmerie. Et ce sont eux les professionnels dans ce domaine. Bon, si aujourd'hui on les utilise pour pallier momentanément au refus des agents pénitentiaires, je peux dire que c'est une bonne chose. Mais est-ce qu'il ne faut pas éviter c'est là où je veux. Voilà, l'alternative à ce point est bonne, mais il faut toujours trouver des solutions durables. Parce que ça fait 5 ans qu'ils réclament la même chose. Le corps de la santé avait réclamé la même chose et c'était sous le Premier ministre Fessou Hugo. Les primes de garde, d'astreinte, tout ça et les primes de risque. Ça a été réglé et depuis on n'entend plus parler de ça. J'aurais souhaité que la discussion s'engage pour... Ce n'est pas possible que ça soit fait cette année parce que nous clôturons l'exercice 2017 et même le budget 2018 est déjà en cours de préparation parce que il faut qu'ils discutent avec eux s'il faut faire des promesses écrites ou bien s'il faut discuter pour l'année à venir avec rappel, ça serait mieux. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit les agents pénitentiaires qui réclament des choses et ce n'est pas exclu que dans les prochains jours, c'est pas trop,
parce qu'on a des informations qui filtrent, qui nous parviennent par rapport donc aux agents de la santé, parce qu'en réalité aujourd'hui ils ne sont pas rassurés, ils estiment que leurs doléances, à peine 2 ont été prises en compte véritablement par l'autorité. Est-ce que le lendemain ou la fin de cette année ne sera pas un petit peu houleuse finalement pour les autorités? Oui, vous savez, quand déjà il y a 2 structures qui sont en grève permanente, et si je prends la première qui est l'enseignement, déjà ça cause problème. Ça cause problème parce que quand un corps de la fonction publique débraye, ce n'est pas bon. Et ça n'honore pas l'image même du pays, pour ne pas dire l'image des autorités. Parce qu'à l'extérieur, il est toujours dit qu'au Togo, l'enseignement a des problèmes. Avant, c'était la santé. Aujourd'hui, c'est l'enseignement. Maintenant, c'est le corps de la justice, les agents pénitentiaires. Ça relève de la justice. Aujourd'hui, c'est eux. Peut-être, comme tu viens de le dire, ce serait un autre corps. Ce n'est pas bien. Il faut qu'à chaque fois, qu'on prenne le devant des choses avant qu'on en arrive aux grèves. Très bien. Alors, on va évoquer maintenant la question politique qui occupe le Togo depuis 4 mois. Maintenant, le gouvernement togolais, jeudi dernier, a annoncé ou a rappelé les mesures d'apaisement prises finalement pour décrisper la tension et permettre l'ouverture des discussions. Pendant ce temps, le gouvernement dit ouvrir un autre champ pour permettre aux partis politiques, toutes tendances confondues, de venir verser leurs propositions pour pouvoir sortir de cette crise et baliser le chemin pour les prochaines discussions politiques. Alors au niveau de l'opposition, en tout cas au niveau de la coalition des 14 partis politiques, on l'entend pas de cette oreille. On estime que le gouvernement fait partie des protagonistes et ne peut en aucun cas se muer finalement en médiateur dans cette crise. Comment est-ce que vous analysez cette prise de position, Acha? Non, mais il faut dire que l'opposition a demandé des mesures d'apaisement, des mesures, des conditions. En tout temps, on avait appelé cela des préalables, mais il y a le camp au pouvoir qui ne veut pas entendre de préalables, dont disons avait réclamé quand même des signes de la part du gouvernement pour prouver sa bonne foi à aller vers ce dialogue. Des signes qui ne font pas partie du contentieux. Non, bien évidemment, qui ne font pas partie du contentieux. C'était des signes pour montrer leur bonne foi à aller au dialogue et à trouver des solutions à la crise togolaise. Et donc le gouvernement aussi a pris des mesures. Il y a eu la libération des détenus et tout récemment même la libération des 2 imams, l'imam de Bafilo et celui de Sokodé. Et il y a, selon les informations qui nous parviennent, d'autres aussi manifestants qui ont été arrêtés seront libérés. Donc le gouvernement est en train de prouver sa bonne foi par rapport à la crise. Et du côté de l'opposition, on sent aussi que les gens ont accueilli favorablement la libération de ces détenus et même la libération des 2 imams. Et tout porte à croire que dans chaque camp, on semble être un peu serein par rapport à la situation qui est en train d'évoluer vers un dénouement heureux. Mais seulement avec l'annonce faite par le ministre Bawara et tout récemment par rapport à des consultations, et cela a semblé, en tout cas, créer encore un peu un peu de flou, une certaine confusion dans la tête des gens. C'est comme si nous allons à ce dialogue et que le gouvernement qui est parti sera en même temps le médiateur. Ou bien, voilà. Donc, ça crée, en tout cas, un problème de je ne veux pas parler de dissonance, mais je veux parler plutôt ça crée un problème de chevauchement en matière de rôle à jouer, parce que le gouvernement sera aussi à ce dialogue et le même gouvernement demande à ce que les gens fassent connaître clairement leur opinion. Ils seront consultés pour voir ce qu'ils pensent, ce qu'ils ont comme la revendication et autres là. Le jeu semble un peu troublé. Et donc c'est ça qui, à mon avis, ne rassure pas l'opposition. L'opposition commence par penser à
une situation de dribble ou bien une situation de diversion pour créer un peu du désordre et voir éventuellement si ce dialogue aura lieu ou pas. Mais ce que nous disons toujours, c'est qu'il y a eu il y a une crise de confiance aujourd'hui entre les acteurs politiques, mais ce n'est pas bien quand même que ces acteurs politiques se retrouvent au dialogue avec un médiateur qui sera forcément un étranger et que les deux acteurs-là vont offrir une scène piteuse, une scène vraiment désobligeante devant ce médiateur. Donc si les autorités togolaises veulent, si c'est le souci, je pense que c'est peut-être soutenable, si c'est de s'entendre, de commencer par un minimum, c'est-à-dire que le gouvernement appelle l'opposition, ils viennent s'asseoir, chacun fait savoir sa pensée par rapport à ce dialogue, chacun fait savoir ses points de vue, est-ce qu'il y a lieu d'accorder les violences. Est-ce que ça ne pose pas un problème? Donc pas de consultation. Il y a un problème politique qui s'est posé depuis 4 mois déjà, même si le contentieux existe depuis plusieurs années. Il y a un problème qui s'est posé, on ne s'entend pas sur le sujet, il y a un médiateur qui veut nous aider à nous entendre sur le sujet. Quoi de plus normal que d'aller directement, plutôt que de proposer notre cadre où on s'entend sur le minimum avant d'aller aux discussions. Est-ce que les discussions serviraient encore à quelque chose si nous nous entendons sur l'essentiel déjà? Quand on dit de s'entendre, c'est-à-dire que c'est d'être d'abord, d'arrêter les sujets sur lesquels les gens iront discuter. Je pense que c'est ce que le gouvernement est en train de faire. Oui, mais il y a un comité préparatoire qui est en train de travailler. Mais nous avons oublié aussi que ce comité préparatoire a rencontré les deux entités, le gouvernement, les acteurs de la société civile, la coalition des 14 partis politiques et le parti au pouvoir. Donc chacun a donné son point de vue. Et si, selon les indiscrétions, vraiment, c'est tout un chapelet de sujets à développer. Donc si au moins on peut faire le minimum d'exercice pour s'entendre sur peut-être un sujet assez restreint, qui puisse être des sujets aussi, comme nous le disons, essentiels pour la sortie de crise, je pense que c'est bien. Parce que l'objectif, la façon dont moi je vois la chose, l'objectif c'est de créer au moins un climat de confiance d'abord avant d'aller à ce dialogue. Parce qu'on voudrait que ce dialogue aboutisse. On ne voudrait pas qu'on aille à ce dialogue et après tout terminer cela à queue de poisson comme ce fut le cas lors des précédents cadres de discussion. Vous avez vu ce qui s'est passé à Togo Télécom 2 où on nous avait dit, un parti politique était allé en spectateur parce que n'avait même pas foi, ne faisait même pas foi à ce qui se faisait, n'avait même pas confiance à ce qui se faisait là-bas, était un spectateur. Les délégués de ce parti sont allés s'asseoir, ils regardaient seulement ce qui se faisait parce qu'ils n'étaient même pas intéressés. C'est comme s'ils étaient forcés de venir à ce dialogue et de tout faire pour que cela n'aboutisse pas. Mais ce dialogue, on a dit que ça doit être un dialogue sincère, un dialogue de dernière chance, un dialogue qui doit sortir le Togo de cette crise. Et donc, il faut vraiment, s'il y a des opérations à faire, des actions à mener pour que ce dialogue connaisse vraiment une réussite, pour que ce dialogue vraiment puisse sortir le Togo de la crise, je pense que toutes ces actions seront les bienvenues. Sauf, et nous le disons toujours, que chacun soit de bonne foi. Et c'est toute la problématique finalement par rapport à ces discussions qui s'annoncent. Fioclo, quel est votre avis sur cette proposition du gouvernement togolais et la réaction de la coalition? On l'a vu d'ailleurs ce matin avec Brigitte Adjemangbo-Johnson qui parle déjà de marché de dupes par rapport donc à la proposition du gouvernement togolais, et en aucune façon la coalition des 14 partis politiques n'entend pas s'associer à cette manœuvre. Oui, c'est les termes qui ont été utilisés. Oui, le problème est très simple. Nous avons toujours dit ici que pour ce dialogue, il y a deux aspects. Si on veut parler de son inclusivité, c'est que en dehors des partis politiques, les 14 partis politiques qui sont dans la rue, les autres partis politiques aussi peuvent être invités. Ou bien, le deuxième aspect, c'est que le dialogue aura lieu entre le pouvoir en place et le groupe des 14. Si les médiations ont déjà commencé et que nous sommes peut-être à 1 mois ou bien à 2 mois de l'exercice,
Si le gouvernement demande aujourd'hui à avoir les avis des uns et des autres, moi je pense qu'il est bien sûr protagoniste, mais c'est lui qui est au pouvoir. Et il peut adresser des courriers aux autres partis pour avoir leur point de vue. Avec ces points de vue, tout cela sera versé au bureau du médiateur pour qu'on puisse savoir ce qu'il faut faire exactement. Mais le groupe des 14 a peur, en ce sens que si ce groupe-là envoyait le point de vue, que le pouvoir en place aurait trouvé des alliés sûrs et même trouver des solutions en interne pour pouvoir contrer leurs propositions. Donc, ils voudraient surtout s'attendre à des effets de ici et maintenant. L'immédiateté, tout doit se faire ensemble et au niveau de la médiation, mais pas avant. Est-ce qu'il ne faut pas aller vers cette solution pour franchement sortir de cette crise véritablement, que de trouver encore une fois des solutions palliatives et que demain on soit encore là pour reparler de la même chose? Mais tout à l'heure, Rachel disait que ce dialogue, il faut que les acteurs y vont avec, ou ils vont finalement avec un cœur sincère, de la bonne volonté, pour qu'on en finisse une fois pour de bon. Oui, mais il y a le problème qui se pose aujourd'hui. Déjà, ça a heurté à une fin de non-recevoir au niveau de la coalition. La coalition peut accepter si elle veut, elle peut refuser si elle veut. Là, et elle a le libre choix. Et tout de suite, elle a refusé. Et cela veut dire qu'il y aura une autre voie de sortie. Non, mais moi, je le dis toujours, les consultations du côté du gouvernement, si c'est fait pour bâtir au moins, en tout cas, commencer par créer une certaine confiance entre les acteurs togolais, si c'est l'objectif, ce n'est pas mauvais. Les acteurs togolais peuvent se retrouver, parce que si je vois un peu dans la vie courante ce qui se passe, vous allez voir des responsables de la coalition rendre visite à leurs frères du pouvoir. Ils sont dans les mariages, ils sont dans les célébrations, ce ne sont pas des ennemis. Et donc sur la scène politique, ils ne doivent pas être aussi des ennemis. S'ils peuvent s'asseoir, causer comme ils causent en famille, moi je pense que c'est une bonne chose. Il faut créer au moins cette confiance-là avant d'aller au dialogue. Et c'est peut-être dans les consultations que le gouvernement sentira de la part de l'opposition que, bon, peut-être que ces gens-là qui sont dans la rue, au fait, ce ne sont pas des méchants, ce ne sont pas des gens qui sont contre nous, ce ne sont pas des gens qui veulent, comme on le dit, finir avec nous, mais c'est des gens qui veulent peut-être créer des conditions meilleures pour la génération future, des conditions meilleures pour que le Togo puisse aussi sortir de son état, en tout cas de pauvreté, de son état de malgouvernance et de son état en tout cas de léthargie sur tous les plans. Donc les gens veulent quand même que le Togo bouge, les gens veulent que le Togo aussi donne des signaux assez respectueux à l'endroit des autres États. Parce que aujourd'hui, je donne toujours l'exemple du Sénégal. Partout où vous êtes, vous croisez des Sénégalais. Dans tous les réseaux que vous visitez, vous les croisez, c'est des lobbying. Voilà. Et donc, si les Togolais ne s'entendent pas, on ne peut pas faire des lobbying. Quand vous voyez un Sénégalais dans une institution internationale ou bien dans un secteur bien donné, en Occident ou bien un peu partout, ce Sénégalais milite, travaille à ce que son frère sénégalais puisse aussi arriver dans la boîte. Parce qu'ils ont le sentiment que quand vous êtes d'un même pays et vous êtes dans une même boîte, d'abord, vous êtes fort, et de deux, vous faites tout pour le rayonnement de votre pays. Mais ici, avec la confiance qui est rompue et autres là, il est difficile à un Togolais de faire confiance à son frère togolais. Donc, si le gouvernement appelle l'opposition et qu'il voudrait qu'ils s'assiedent pour discuter, pour voir dans quelle mesure ils vont réussir le dialogue, ce n'est pas le dialogue qui a commencé. Il faudrait que ce soit clair dans la tête des gens. Comment faire pour qu'on réussisse le dialogue? Je pense que c'est très bien, c'est une très bonne démarche. C'est créer des conditions pour que le dialogue aboutisse, pour que ce dialogue-là ne soit pas un marché du dupe ou bien une rencontre où chacun va aller faire son numéro, chacun va aller faire sa scène et finalement il se sépare à queue de poisson et la crise perdure. Je pense que c'est le lieu maintenant de s'appeler, de s'entendre, de discuter, de voir les points sur lesquels on ne s'entend pas. S'il y a accordé les violons pour faciliter aussi la tâche aux facilitateurs, je pense que ça serait très bien. Alors, est-ce qu'on n'est pas en train de prendre beaucoup de temps finalement pour
cette discussion politique, parce que le gouvernement togolais avait déjà annoncé il y a plusieurs semaines l'ouverture des discussions prochaines, et on constate que chaque jour passe, ou chaque jour qui passe, l'annonce de la date ne vient jamais. Et la dernière fois, on annonce des consultations avant l'ouverture des prochaines discussions. À quand ces prochaines discussions? Taxi Presse ce matin avec Fioclo à Danglenou, le patron du journal L'Enquêteur, et Acha Ibrahim, le patron du journal Temps Nouveau. Les discussions politiques sont toujours annoncées au Togo depuis le début de cette crise politique. Le président de la République, disons plutôt son gouvernement, dans un communiqué en mois de novembre, avait déjà exprimé son intention d'ouvrir très prochainement la discussion politique. Jeudi dernier, les mêmes propos ont été tenus. Même si on signale d'abord qu'il va y avoir une consultation avec les autres partis politiques. Est-ce que franchement, au niveau du pouvoir de Faure Gnassingbé, on est dans la logique d'aller à une discussion politique sincère? Oui, compte tenu des préalables posés par le groupe des 14 et compte tenu de leur exécution par le pouvoir en place, il y a une lueur d'espoir qui prouve que le dialogue est possible. Oui. Mais ce qu'on constate au fil du temps, bien le jour au jour, on constate toujours qu'il y a quelques freins qui viennent s'ajouter aux évolutions. Lors de la conférence de presse faite à la primature, le jeudi dernier par les 4 ministres, il est dit clairement certaines mesures d'accompagnement et qui ont été suivies, le relâchement, l'élargissement des 2 imams et autres là. Et quand les histoires de courrier sont revenus sur le terrain pour parler de consultation des autres partis politiques, au fait, je ne peux pas parler de diversion, mais je peux parler d'une idée d'inclusivité, comme l'a dit en temps le pouvoir, que tout le monde sera concerté. Et sur ce plateau, nous avons dit, en principe, ce seraient les 14 qui sont dans la rue qui devaient l'être. Mais certains de mes collègues m'ont dit non, toute la classe politique devait être consultée et après, on va voir ce que la médiation va donner pour que ceux-là soient dans la salle. Et c'est là où Ambroise a pris la parole pour dire que il y a certains partis politiques qui n'existent que de nom. Ils viendront faire le poids aux partis au pouvoir. Est-ce que nous avons discuté ici de long en large? Ce qui veut dire que, à mon point de vue, ce dialogue a sa raison d'être. Ça doit avoir lieu. Cette consultation ou le dialogue? La consultation est peut-être considérée comme la voie de déblaiement du terrain pour le dialogue, au niveau du pouvoir, pour le dialogue final. Acha Ibrahim. Non, je soutiens toujours que si les consultations, si l'objectif de ces consultations c'est de déblayer le terrain, comme le disait le doyen à Danglenou, c'est bien. Parce que moi, à mon avis, ce n'est pas bien quand même qu'on aille à ce dialogue devant un médiateur étranger et qu'on offre vraiment des scènes, une scène piteuse. Est-ce qu'on ne prend pas beaucoup de temps finalement pour aller aux discussions? Oui, là, si vous parlez du temps, là, il faudrait quand même dire au gouvernement de vite faire. Parce que cette crise est en train de perdurer et ce que cela a comme conséquence, nous le savons très bien. Sur le plan économique, nous avons vu comment tous les secteurs, les clignotants sont au rouge en matière économique, et même sur le plan sécuritaire, nous sommes inquiets parce que nos frères qui sont sortis du territoire, qu'on a étiquetés djihadistes et qui sont partis sous d'autres cieux, Dieu seul sait ce qu'ils sont en train de faire là-bas. Ils ont trouvé refuge là-bas, mais est-ce que ces vendeurs d'illusions qui tournent dans la bande sahélienne et qui sont dans la sous-région, même pas loin de nous au Burkina ici, on sait qu'il y a des recruteurs de djihadistes qui sont un peu partout, et si ces gens-là arrivaient à entrer en contact avec nos frères qui sont sortis, vous comprenez, vous voyez l'ampleur de la chose, parce que nos frères-là ne vont pas rester au dehors, ils vont revenir. Mais s'ils ont la malchance de croiser ces djihadistes-là et qu'entre-temps, ils devenaient de vrais djihadistes, mais ça serait vraiment très, 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 très grave pour notre pays. Donc, voilà pourquoi il faut vite aller au dialogue,
résoudre la crise pour que la sérénité revienne et nos frères vont rentrer et le Togo va redémarrer. Je pense que c'est très important. Aujourd'hui, quand vous écoutez certains parler, et au niveau du gouvernement, on ne se cache plus pour le dire, que le PNP c'est un parti djihadiste, c'est un parti terroriste. Bon, jusqu'aujourd'hui, on se demande pourquoi est-ce que le parti n'est pas dissous, parce que c'est un parti qui tue, entre guillemets, qui est un terroriste, il faut le faire disparaître. J'en sais absolument rien. Mais si un tel parti est là, on l'accepte, mais on le dit sur les médias ou dans les médias internationaux qu'il y a des gens qui tuent au nom du parti, là, et qui tuent au son, au cri de Allah Akbar, et que certains citoyens sont étiquetés comme tels et ont fui le pays. Ils sont au Ghana, il y en a qui sont au Bénin, il faut le dire, il y en a qui, même si l'état de siège a été levé à Sokodé, on nous a fait comprendre que certains ne sont toujours pas revenus chez eux, dans leur domicile. Ça veut dire qu'il y a toujours cette peur et ils sont dans la nature. Est-ce que ce n'est pas beaucoup plus dangereux à notre sécurité que ces gens-là soient dehors plutôt que d'être sur le territoire? Fioclou. Oui, c'est ce que vient de dire mon frère Acha. Il vient de dire tout à l'heure que ceux qui sont à l'extérieur, on ne sait pas ce qu'ils sont en train de faire. Surtout qu'au Burkina Faso, il y a des tendances djihadistes et des recruteurs là-bas. Ils frappent de temps en temps. Aujourd'hui, c'est un problème réel qui peut agir sur notre sécurité intérieure. Donc, avoir, comme le disait Feu Gnassingbé Yadema, avoir des réfugiés à l'extérieur, c'est un danger. Il vaut mieux avoir ses ennemis avec soi que de les avoir à l'extérieur. Donc, aujourd'hui, je peux dire que c'est un cas qu'il faut revoir. Il faut que nous avons un haut commissariat aux réfugiés qui est une émanation de l'APG, le point 3 de l'APG. Donc il faut que cet organe qui est sur la voie de Kodjobé là reprenne service pour faire des lobbying afin que ces réfugiés-là regagnent le Bercagne. Sinon, ce serait un danger public. Oui, mais ça va être pas facile pour que nos frères-là et sœurs reviennent chez eux. Il y en a qui craignent toujours des représailles. Comment travailler ces frères et sœurs, ces concitoyens pour qu'ils reviennent chez eux? Oui, puisque ce qui s'est passé en 2005 et qui a mené la PG de 2006 et que ça a été respecté jusqu'à ce jour, nous avons eu tellement de réfugiés qui sont rentrés au pays. Et je pense que comme l'organe là existe toujours, il faut mettre les moyens à sa disposition. Et il faut qu'on ne doit pas parler ici d'amnistie. On peut dire tout simplement que l'organe là travaille quand nous avons des réfugiés sur notre territoire. Oui. Maintenant, les Togolais, ils sont à l'extérieur. Ils sont à l'extérieur. Il faut travailler avec le ACR, puisqu'il y a l'organisme onusien. Oui. L'ACR, on va prendre contact avec l'ACR qui va recenser les Togolais de la zone en question. Et on va tout faire, associer les cadres du milieu, les imams, les religieux, tout ça, pour que tout rentre dans l'ordre. Et il le faut. Oui. Non, il y a un grand défi et le défi actuellement, c'est la sensibilisation, c'est de créer des conditions de communication ciblée. Parce que quand il parle de communication ciblée, aujourd'hui, quand on parle du PNP, il y a forcément des ramifications. On rattache le PNP à un courant islamiste salafiste et je pense qu'il faudrait que les responsables du PNP fassent un travail de communication, que les autorités même, parce que avant de déclarer le parti, M. Achadam n'est pas resté dans sa chambre et prendre le récépissé. Non, il est allé vers les structures étatiques. Il a fait cette déclaration là-bas. Et les membres fondateurs s'est dit qu'il doit venir de toutes les préfectures du pays. Donc, les gens sont là, les gens ont leur nom sur la liste en tout cas des membres fondateurs du PNP. Si c'est des djihadistes, ils revenaient vraiment à l'autorité de faire les enquêtes préalables. À moins qu'on nous dise qu'il n'y a pas du sérieux au ministère de l'administration territoriale. Là, on ne vérifie pas les dossiers, on ne fait pas d'enquête pour s'assurer de la moralité des gens qui ont été déclarés comme faisant partie des membres fondateurs de cette entité. Donc sur ce plan, il n'y a même pas affaire de débat. Il y a des amalgames sur le terrain, il y a des gens qui ne comprennent pas. Vous allez dans certaines zones aujourd'hui, vous voyez des compatriotes qui vous disent que telle personne m'a fait ceci et telle personne est de ce pouvoir, donc c'est mon ennemi.
Vous comprenez? C'est qu'il n'y a pas un travail de sensibilisation, il n'y a pas un travail de communication, il n'y a pas un travail d'explication de la chose politique aux compatriotes. Dans chaque famille, vous pouvez être dans une famille, être plusieurs, plusieurs à ne pas quand même épouser la même philosophie ou bien avoir la même idéologie politique que vos parents ou bien que vos frères. Mais cela ne voudrait pas dire que votre famille va aller vers l'implosion. Ça crée plutôt une richesse au niveau de cette famille parce que chacun a des idées qu'il apporte et c'est bien quand même pour la nation. Donc au Togo, il faudrait que les leaders d'opinion, je pense que nous le faisons suffisamment, mais il faudrait que les cadres de milieu, le plus souvent on les appelle les cadres, ils font leur va-et-vient en voiture 4x4 et autres là pour faire se pavaner et revenir, mais ils ne font pas le travail normalement qu'on attend d'eux. Quand vous arrivez dans votre localité, sensibilisez les gens, faites tout pour être au contact de la jeunesse. Ne affichez pas d'attitude de hautain, regardez les gens de haut et autres là. Faites tout pour être... Vous envoyez la campagne? Non, ce n'est pas la campagne. C'est une question de... Nous avons dit de rebâtir notre nation. Nous savons habituellement quand... Ce n'est pas une campagne. Nous disons de rebâtir notre nation. Dans leur milieu, nous savons les messages qui sont véhiculés aussi. Non, il y en a qui sont dans le zèle, mais nous demandons à ce que lorsqu'on rentre, qu'on tienne un discours rassembleur, qu'on tienne un discours d'apaisement. Il ne sert à rien, par exemple pour Sokodé aujourd'hui, quelqu'un va arriver là à Sokodé, commencer par parler du PNP qui est djihadiste et autres là. Est-ce que ce langage-là sera bien perçu? Ça ne sera pas perçu. Mais quand vous appelez les gens à se départir de vos considérations politiques, mais à considérer que Sokodé est avant tout à nous. Nous devons tout faire pour que Sokodé évolue. Nous devons tout faire pour que Sokodé retrouve la normalité. Je pense que les gens seront réceptifs à ce message et ensemble, ils diront, mais vraiment, la politique ne doit pas nous diviser. Nous devons tout faire pour garder notre unité de Tchaodjo. Parce que quand vous arrivez à Tchaodjo, ce qui s'est passé avec l'état de siège et autres là, mais il y a eu des gens qui ont perdu leurs parents. Mais finalement, quand vous allez au cimetière, selon les informations que j'ai eues, c'est les gens de plusieurs partis politiques se retrouvent autour de la dépouille. Ça voudrait dire que vous soyez du pouvoir, de l'opposition ou quoi, d'une manière ou d'une autre, les gens sont affectés. Oui. Voilà pourquoi il faut aller vers l'unité. Il faut aller vers l'apaisement. Il faut créer les conditions de paix, les conditions de vivre ensemble pour que les choses... rien de faire traîner les discussions politiques. Il faut aller vite. Il faut aller vite. Oui. Il y a urgence. Il faut aller vite parce que nous ne pouvons plus continuer dans cette crise. Vous voyez, chaque jour, nos frères... Oui, l'opposition sera encore dans les rues. À travers le pays. Ah oui, c'est la seule arme dont elle dispose. Et c'est cette arme-là qu'elle prend aussi pour brandir devant le gouvernement. Si vous ne faites pas ceci, nous allons encore sortir dans la rue. Et le gouvernement sait pertinemment que lorsque les gens sont dans la rue, ça paralyse les activités. Eux-mêmes, ils ne dorment pas. Parce que je prends le cas du ministre Yarkon dit à marcher demain, je ne le vois pas en train de passer une nuit paisible. Non. Il doit être vraiment sous pression, il doit tout faire pour que la marche là ne il doit communiquer pour que ça ne dérape pas. Hein? Et il doit aussi s'assurer, il y a tel nombre, même si entre-temps ces critères de comptage ne plaisent pas à certaines personnes, il n'y a pas. Ce qui est sûr est que il faut remarquer que la rue est en train de gronder et ce n'est pas bien pour un pays qui veut aller vers l'émergence en 2030 parce que les investisseurs n'aiment pas le bruit. Oui. Quand il y a le bruit, les investisseurs n'arrivent pas. Quand il y a le bruit, vous voyez, les secteurs aussi ne bougent pas et chacun est méfiant pour pouvoir s'engager, pour pouvoir vraiment prendre la destination Togo. Il y a urgence, il faut qu'on aille vite au dialogue et je pense que les autorités en parlant des consultations, que ce soit vraiment une démarche sincère, une démarche qui voudrait rassurer les uns et les autres, pas une démarche pour peut-être créer d'autres situations qui vont hypothéquer les chances de réussite de ce dialogue. Nous devons aller à ce dialogue. Je pense que c'est un impératif et tout le monde travaille pour y aller. J'ai entendu aussi du côté de la coalition des 14 partis politiques que rien ne les découragerait et on peut poser n'importe quel acte
eux ne seront pas découragés, eux ne vont pas boycotter ce dialogue parce qu'ils tiennent aussi à ce dialogue. C'est déjà un message rassurant. Et du côté du gouvernement, comme il y a aussi des mesures d'apaisement, nous avons vu la libération de certaines personnes, il y a d'autres mesures que le gouvernement doit prendre encore pour rassurer davantage ses partenaires de l'opposition pour que chacun aille à ce dialogue dans un état d'esprit de faire sortir le Togo de la crise. Oui, l'opposition qui dit aussi qu'il y en a encore qui sont dans les prisons, qui n'ont pas été libérés, notamment les 3 militants de Mbouéké qui sont toujours à la prison civile de Lomé. L'opposition souhaite que ces personnes aussi soient libérées, comme bien d'autres à l'intérieur du pays. Monsieur, merci beaucoup. Il y a UNIR, la jeunesse d'UNIR qui aussi se mobilise. Après le congrès du parti à Tchéli, on a vu les femmes qui étaient à Palimé il n'y a pas longtemps. Et le week-end dernier, c'est la jeunesse qui s'est retrouvée au niveau de Daparon pour se choisir un leader. Et le leader de la jeunesse de UNIR s'appelle Kanka Malik Nachaba, le transfuge de la SALT, je veux dire. Oui. Comment est-ce que vous analysez ça? On pourra dire que c'est pour cela qu'on a préservé un petit peu de la SALT. Oui, avoir la composition du bureau et avoir son départ précipité de la SALT, ça confirme que le poste là lui est taillé sur mesure. Et je peux faire un autre détour pour dire que le cas de l'ancien directeur de cabinet qui est élu secrétaire exécutif de l'UNIR, M. Acholi, lui, il a gardé son poste et après l'élection, il a été remplacé une semaine plus tard par un autre. Ce qui veut dire que ici, on peut dire que c'est le désirata de ceux-là qui ont voulu qu'il soit à la tête de ce mouvement des jeunes. Oui, il faut d'abord reconnaître, et c'est ce que nous constatons aujourd'hui, que la famille Nachaba était une famille loyale vis-à-vis du pouvoir en place. Tu vois, Nachaba perd. La récompense finalement aujourd'hui non, plutôt la consécration. Ils sont toujours, ils sont demeurés, en tout cas, des gens fidèles au régime. Nachaba, le professeur qui était à côté des Adema, qui était vraiment dans des situations difficiles, il était toujours avec les Adema. J'ai en mémoire Kormar 1, le Ouaga et autres là. C'était Nachaba qui était là et qui défendait le régime. Aujourd'hui, vous savez que le combat qui se mène aujourd'hui, la crise actuelle, se repose essentiellement sur la jeunesse. Donc, si UNIR mise encore sur Nachaba, c'est parce qu'on a vu le papa faire du bon travail. On sait que le petit aussi peut relever les défis, peut aider à ce que la situation se normalise. Donc, si Nachaba Malik a été choisi, ce n'est pas le fait du hasard, c'est parce qu'on voit en lui des compétences de quelqu'un qui peut tenir la jeunesse UNIR mobilisée et peut-être quelqu'un aussi qui a des réflexes de rassembleur, parce que jusqu'à preuve de contraire, n'ont pas entendu des sons dissonants par rapport à ses voix et à ses actions ou bien à ses sorties. À la SALT, n'ont pas eu des informations qui le compromettent. Donc on se dit que c'est un homme peut-être d'une certaine intégrité, et s'il arrive à se démarquer de ce que faisaient les autres, c'est-à-dire quand on est de la jeunesse du pouvoir, on se croit tout permis, on est presque comme un caïd et on est prêt même à cautionner l'injustice. Donc si Nachaba peut se démarquer de tout ce procès qu'on a eu à faire à la GRPT et autres, je pense que ça serait bien pour le parti. Mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'au niveau de cette jeunesse UNIR, ils ont oublié peut-être la diaspora, parce qu'aujourd'hui, la jeunesse est bouillante au niveau de la diaspora. Mais je ne peux pas sembler vivre aujourd'hui que... Voilà. Et c'est là où UNIR devait peut-être penser à ces quelques rares jeunes
de la diaspora. Il y a un monsieur que j'ai eu la chance de croiser. Je vais parler de Abdelkader Brahima, qui est très engagé pour unir. Il est aux États-Unis. C'est un monsieur que je vois toujours engagé pour unir, qui se bat pour cette formation politique et qui a quand même une vision assez pragmatique de la politique. Il se dit que ce qui s'est passé avec les anciens, il faudrait que la jeunesse reprenne le flambeau, la jeunesse repense sa façon de faire la politique et faire en sorte que la politique soit, en tout cas, ne nous divise pas, la politique soit plutôt au niveau plutôt en tout cas, que ce ne soit pas des ferments de division, mais que ce soit plutôt des ferments où nous pouvons aller dans la contradiction, mais de cette contradiction, nous puissions bâtir une nation assez prospère. Bien évidemment, qu'on sorte de la provocation, c'est-à-dire que les gens ne pensent pas que parce qu'on est d'unir, on est en même temps le diable, ou bien parce qu'on est de l'opposition, on est déjà un vandale, ou bien parce qu'on est du PNP, on est un djihadiste, mais il faudrait qu'on sorte vraiment ces clichés-là de la tête des Togolais, que la jeunesse se fasse confiance, même si ton frère est de l'unir ou bien de l'opposition, apprends à faire confiance à un Togolais d'abord, et avant de voir vraiment, il s'agit d'un Togolais, avant de voir, et c'est cette vision que M. Brahima Kader porte, je pense que c'est une très bonne vision, si on peut vraiment ensemble au niveau de la jeunesse. Vous faites bien d'être son porte-parole. Je ne suis pas son porte-parole. Vous savez, nous aimons bien voir les Togolais s'illustrer positivement. Quand les Togolais, nous voyons des jeunes qui s'illustrent positivement, je pense que c'est en tout cas notre rôle en tant que communicateur de leur sortir de l'ombre. Tout comme nous avons eu à sortir de l'ombre M. Jean Eklou, qui est un jeune de l'ANC, mais qui a la tête sur les épaules, qui écoute les gens, qui n'a pas d'a priori lorsqu'il rencontre ses interlocuteurs. Il discute avec vous, et s'il arrive à vous convaincre, c'est tant mieux. Mais quand vous arrivez à le convaincre, il vous dit que c'est vrai ce que vous avez dit. Je pense que nous allons prochainement œuvrer pour que ceci ne se passe pas. C'est comme ça qu'on construit une nation. Bien sûr, je suis d'accord avec vous sur le sujet. Oui, moi je pense qu'avec le bureau national du mouvement de la jeunesse de l'UNIR, c'est sur le territoire national, et on fera maintenant face à la composition du bureau de la diaspora, Europe, États-Unis, Canada. Je pense que dans les pays... Ça va être un grand défi. Non, c'est important. Et c'est dans les structures depuis Istan. Très bien. On est presque arrivé à la fin, mais je voulais juste avoir votre avis sur le débarquement de Kako Nubupo de l'OIF. De l'injustice ou c'est dans l'ordre normal des choses. Il critique le franc CFA, il travaille pour la France dit j'en veux plus. Oui, vous savez, quand moi j'ai lu ça sur deux réseaux sociaux, j'ai ri. En ce sens que ce monsieur, même quand il était au gouvernement au Togo, il donnait son point de vue. Ses conférences de presse, il dit ce qu'il pense. Ce qu'il pense. Et c'est ce qu'il faut. C'est un homme de conviction pour l'Afrique. Quand Macron était à Accra, c'est Ado, le message, le discours que le président ghanéen a prononcé, il y avait tout dedans, le nationalisme africain. Monsieur Nubupo Kako a une conviction et pense autrement. La France-Afrique, il n'est pas partisan ni adhérent. Donc, il a vu qu'avec le franc CFA, il faut qu'on mette fin à tout ça pour que ça soit notre développement. Et c'est son point de vue. Et c'est ce qu'il a soutenu de 0 point à 10 points. Et il le maintient. Si aujourd'hui, la France et certains responsables politiques africains disent que M. Nubupo soit dégagé, et effectivement, on l'a dégagé, il a le vent en poupe. Il a le vent en poupe parce qu'on a mis suspendu. On n'a pas dit licencié, on a dit suspendu. Pour quel motif? On ne sait pas. En tout cas, lui-même, il s'en fout éperdument. Il a même exprimé sur son compte Twitter. Il n'a pas d'objectif, mais il a des convictions et il entend les défendre. Oui, Acha? Non, je pense que c'est un professeur de bonne facture. Et il ne va pas chômer certainement. Et s'il quitte la francophonie, ce qui sera sollicité parce que c'est un monsieur bien formé, c'est un monsieur
que l'Afrique en tout cas respecte. Même au Togo, certains de ses étudiants voient en lui vraiment quelqu'un de compétent. C'est déjà l'essentiel. Quand on est compétent, même si on vous débarque en tout cas d'un poste, sachez que les gens vont courir après vous. Mais le débat du panafricanisme là, je pense qu'il faudrait qu'on revoie ça, parce que la question de franc CFA et autres là, moi je suis de ceux qui ne s'emballent pas avec la question de franc CFA. Le vrai problème c'est la gouvernance, c'est tout le problème, parce que les gens ont même leur propre monnaie, mais quand vous allez chez eux, c'est les devises étrangères qu'ils ont. Quand vous allez au Ghana, nos frères qui sont au Ghana, à Koumassi, à Nîmes, quand vous allez chez eux, mais c'est les devises étrangères, c'est les dollars, c'est euros et autres qui dépensent là-bas. C'est ça qu'ils ont comme économie même dans leur maison. Donc les gens ont leur propre monnaie, mais n'ont pas confiance en leur propre monnaie. Le problème de l'Afrique, c'est la malgouvernance. Si nos potentats là peuvent utiliser nos ressources pour développer le continent, je pense que ça serait une très belle chose que, en tout cas, de s'agiter sur l'histoire de CFA et autres. Même si nous créons notre propre monnaie, nous devons la rimer sur d'autres monnaies, ça c'est sûr. Donc est-ce que nous serons, cette monnaie-là que nous allons créer, est-ce qu'elle sera compétitive? Ça c'est la question. Je ne suis pas du domaine monétaire pour expliquer les choses, pour savoir la convertibilité et autres, mais je sais que ça va nous créer des ennuis. Et donc le problème du franc CFA, laissons ça de côté. Combattons nos potentats, combattons nos dictateurs, combattons ceux qui pillent les ressources de l'Afrique. Quand nous aurons réussi ce combat, l'Afrique sera débarrassée de ces corrupteurs-là, de ces potentats, de ces pilleurs des ressources du continent-là. Je pense que nous pouvons peut-être penser à l'étape supérieure. Maintenant, aller sur la monnaie, après revenir sur la bonne gestion. Même si on crée nos monnaies, les gens auront même leur machine bis dans leur chambre. Ils vont émettre, produire en quantité suffisante et même créer l'inflation. Et après tout, c'est du désordre, comme ce fut le cas avec au Zimbabwe et autres. Là. Le président ghanéen disait dans son discours que c'est l'Afrique qui, dans les années à venir, donnera de l'argent à l'Europe. Bon, alors que c'est l'inverse qui est fait aujourd'hui. Ah, mais que ce ne sont pas des papiers sans valeur, comme c'est le cas sous d'autres cieux. Messieurs, merci beaucoup d'être venus pour le débat. Acha Ibrahim, le patron du journal Tanouveau, et Fiokoulo Adanglenou, le patron du journal L'Enquêteur. Merci à Emmanuel Afanyangbe qui nous a réalisé ce midi. Appelez-moi un rigato. À demain. Taxi FM. C'est une fenêtre ouverte sur l'actualité d'ici et d'ailleurs.